La santé, un domaine assez vaste et complexe qui attire notre attention tout de suite lorsqu'on en parle. Avec ses pratiques assez diversifiées, nous avons prêté notre attention aujourd'hui sur une pratique qui prend de l'ampleur dans notre société aujourd'hui, l'automédication. Alors effectivement, on ne sait plus où en mettre la tête, tellement tout le monde s'y adonne que nous avons bien voulu en parler sur notre plateau de l'émission, donc sur notre chaîne préférée, votre chaîne préférée États-Unis d'Afrique, qui va bien sûr vous donner tout ce qu'il y a à savoir sur l'automédication. Pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau nos deux invités qui, bien sûr, ont bien voulu répondre à notre invitation. Je vais commencer d'abord par ma gauche avec notre très chère demoiselle qui va prendre la peine de se présenter. Oui. Merci. Moi, c'est Ange Dolores Kwasi, ingénieure diplômée de l'École centrale Casablanca. Je suis ravie de venir sur ce plateau pour représenter la partie civile. Parfait, bienvenue à vous. Merci. Et vous, monsieur, vous êtes? Présentez-vous. Merci. Je suis Arnold Willy Nguessan, docteur en pharmacie, lauréat de la faculté de médecine de pharmacie et de Casablanca. Et je suis heureux de faire partie de cet échange. Parfait. Donc, je rappelle que le docteur Nguessan nous a fait cette thèse à succès donc, de perception et attitude du consommateur à l'égard de l'automédication, exposée donc, dans la bibliothèque donc, de l'université Mohamed V de Casablanca, que vous pourrez retrouver pour vos échanges. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, mais sans transition aucune. Nous allons passer d'abord par ce reportage qui va nous mettre donc, de plein fouet dans notre thème, l'automédication. Et c'est un reportage de France 3 que nous allons suivre ensemble. À tout de suite. L'automédication, un comportement devenu indispensable pour cette retraitée. Le troc de médicaments entre copines lui permet de faire des économies pour équilibrer son budget serré. Son armoire à pharmacie tient dans ce sac. Très en désordre, il y a différents sacs. Un sac avec des choses qui sont utilisées très rarement. Un sac où on m'avait donné trop de médicaments puisqu'on m'en avait donné pour 3 mois et que j'ai pris pour une semaine. Donc je vais les donner à une personne que je connais qui prend, c'est du paracétamol tous les jours. Comme Elisabeth, de plus en plus de patients essayent d'éviter les consultations onéreuses du médecin au profit des conseils gratuits du pharmacien. J'ai senti un changement, ça fait 3-4 ans qu'effectivement l'automédication a une part plus importante dans la consommation des patients qui avant étaient très attachés à l'ordonnance, au remboursement. Mais effectivement, maintenant que le remboursement a baissé pour pas mal de produits, ils viennent directement voir le pharmacien. En granulé parce que... Ah, vous le voulez en granulé? Oui. Ah bah à ce moment-là, je peux vous le commander tout de suite. Ben d'accord. J'ai besoin qu'on me dise ça va pas. Et c'est pas compatible avec ce que vous venez de prendre. Des effets secondaires jugés risqués. Pour l'Académie de médecine, acheter un médicament sans ordonnance, même chez un pharmacien, ne remplace pas les informations du médecin. Il serait utile au moins que les pouvoirs publics donnent justement à l'ensemble des consommateurs une information complète sur la qualité de ces médicaments et sur leur efficacité et sur leur rapport efficacité-tolérance. Avec un marché évalué à 2,2 milliards d'euros, l'automédication ne cesse d'augmenter en France. Cela devrait continuer encore avec l'achat en ligne sur fond de baisse des prix des médicaments. De retour sur notre plateau où nous recevons donc Dr Arnold Willy Nguessan et mademoiselle Ange Dolores Kwasi. Alors tout de suite, docteur, dites-moi, pour vous qui bien sûr avez travaillé sur ce thème et tout cela, donc est-ce que vous pouvez nous dire concrètement une définition plus large de cette pratique qu'est l'automédication et si à la longue elle peut être vue comme une pratique qui peut être normalisée? D'accord. Étymologiquement parlant, l'automédication, c'est d'abord la faculté d'effectuer un soin thérapeutique soi-même. D'accord. D'accord. Mais notons qu'au niveau de la législation internationale, il n'y a pas de définition. Chaque pays s'emploie à définir l'automédication, mais il n'y a pas de statut, il n'y a pas de loi juridique sur cette pratique. Voilà. D'accord. Alors tout de suite, lorsqu'on parle de donc, se porter des soins à soi-même, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le système, c'est-à-dire pour une personne malade, quel est le système qu'elle doit utiliser pour obtenir des soins? D'accord. Notons que chaque nation a une politique de santé bien définie. C'est-à-dire lorsqu'un patient se retrouve
devant un traumatisme ou devant un trouble de la santé, il a le droit d'aller consulter. Il se rend dans un établissement de santé où il se fera prendre en charge par soit un infirmier ou soit un médecin. S'il y a lieu, le médecin lui prescrira une ordonnance et c'est à la suite de cette ordonnance qu'il se rendra à la pharmacie pour aller prendre un médicament. Et lorsqu'il sera à la pharmacie, il va s'entretenir avec le pharmacien et c'est à la suite de cet entretien que le pharmacien lui dispensera, je dis bien dispensera, des médicaments pour le bon fonctionnement du traitement. D'accord, parfait. Donc, bien sûr, hein, on voit tout de suite que c'est un dispositif qui est mis en place, mais que cette pratique qu'est l'automédication nous fait bien sûr bâcler. Alors, je me retourne vers vous, Madame Ange Dolores Kouassi, qui est occasionnellement une pratiquante donc, de l'automédication. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut pousser une personne lambda comme vous à s'adonner à cette pratique? Je dirais que c'est la connaissance, parce que on se base sur l'expérience qu'on a eue de nos anciennes anomalies pour ensuite se rendre en pharmacie pour avoir des médicaments. D'accord. Alors, dites-moi tout de suite, est-ce qu'il ne s'agit pas, il s'agit seulement pour vous, dans votre cas personnel, d'une sorte d'expérience, ou bien est-ce qu'on est aussi en face, donc, on va dire, d'une insuffisance quelque part de notre système sanitaire peut-être? Pour moi, premièrement, c'est la connaissance. Et deuxièmement, lorsqu'on va essayer d'élargir un peu le spectre, il y a aussi les problèmes de ressources, d'infrastructures et également de moyens financiers pour pouvoir acquérir des médicaments plus, je peux dire, importants, plus efficaces pour le malade. Parfait. Alors, tout de suite, on va enchaîner, bien sûr, en vous demandant, pour vous qui avez pratiqué occasionnellement cette automédication, est-ce que vous pouvez nous donner, entre autres, donc, les mots pour lesquels donc, vous allez vous procurer des médicaments et entre autres les médicaments que vous avez l'habitude donc, de prendre, hein? D'accord. Premièrement, moi, c'est les douleurs de tête et également certains malaises dus aux douleurs au ventre, tout ça, aux nausées, tout cela. Et donc, il y a le paracétamol, le Doliprane, tout ce qui est pour les premières nécessités. D'accord, donc docteur, on constate tout de suite que ce sont des médicaments qui ne sont pas forcément en train de passer par une ordonnance, qui sont très récurrentement utilisés. Est-ce que pour vous, ce sont des médicaments quand même à risque, paracétamol, Doliprane et tout cela? D'abord, avant de répondre à ta question, je voudrais redéfinir un peu le cadre dans lequel madame a employé. Elle a parlé d'automédication. Et l'automédication, c'est quoi? C'est le fait d'aller directement prendre un médicament sans l'avis d'un thérapeute. D'accord. Et elle a parlé aussi de paracétamol. C'est vrai que le paracétamol est l'un des médicaments les plus employés dans le cadre de l'automédication. Oui. Et pour revenir à ta question, ce médicament entraîne beaucoup de méfaits. Notons que sur le plan européen, 15% de tout ce qui est hospitalisation est dû aux intoxications médicales. Et par rapport à ça, le paracétamol est noté à 80% parmi les intoxications. Quand même. Donc c'est quelque chose qui est très élevé. Voilà. D'accord. Alors, bien sûr, hein, on parle de 80%, on parle de chiffres. Oui. Donc, tout de suite, moi, je reviens à des chiffres pour vous demander, pour notre continent qu'est l'Afrique. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, entre autres, pour vous qui avez étudié sur ce thème donc de l'automédication, est-ce que vous avez tout de suite là à la tête des chiffres qui vous viennent par rapport au degré donc d'utilisation de cette pratique dans le pays? J'aimerais partir dans la globalité pour revenir à l'Afrique. D'accord. Selon un rapport de l'OMS, la moitié des médicaments employés sont employés de manière inappropriée, c'est-à-dire avec des surdosages ou des sous-dosages. D'accord. Et maintenant, si on revient dans le cadre de l'Afrique, mais surtout au Maroc, dans le cadre de mon étude, j'ai eu à évaluer d'autres thèses où ça s'évaluait aux alentours de 70%. OK. Mais si on voit plutôt dans l'Afrique, dans le fin fond de l'Afrique, au niveau de l'Afrique subsaharienne, bien sûr, au niveau du Congo, ça évalue à 80%. Au niveau du Cameroun, au niveau de 75%. Voilà. D'accord. Et si on veut dire, au niveau de l'Afrique, 2 personnes sur 3 font de l'automédication. 2 personnes sur 3 font de l'automédication, c'est déjà assez vaste. Ah ouais. Lorsque vous employez vos termes, on entend déjà par votre manière de parler qu'on est au-dessus donc des 50%, ce qui veut dire que c'est une pratique qui est assez présente et comme on a pu le voir avec la France à travers ce reportage, c'est une pratique bien sûr qui est en train de devenir assez courante. Ouais. Et ils ont employé un terme dans le reportage disant les échanges de médicaments. Pour vous qui êtes un professionnel de santé, les échanges de médicaments, à quoi est-ce qu'on risque
Par exemple, la dame qui disait tout de suite qu'elle a un sac tout plein de médicaments, qu'elle peut échanger bien sûr avec une amie dans le cas où elle a les mêmes symptômes. À quoi est-ce qu'on s'expose, on va dire? D'énormes risques. D'abord, pour commencer, notons que l'automédication est un comportement à éduquer. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on est en face d'un mal ou d'une maladie qu'on est obligé forcément de faire part du médicament à l'autre personne. Notons, je prends par exemple l'exemple de la sécheresse oculaire. Oui, Notons que l'un des symptômes de la sécheresse oculaire, c'est les maux de tête, les migraines. effectivement. Et une personne qui ne sait pas qu'elle est en face d'une sécheresse oculaire, elle va avoir tendance à avoir des maux de tête. Elle se dira, en prenant un paracétamol, bien sûr, cela va la soulager. Mais à la longue, nous nous rendons compte que l'utilisation de ce paracétamol n'aura plus d'effet. Parce que le corps humain a un seuil. Et lorsqu'on dépasse ce seuil, ça ouvre beaucoup de dérives. Et notons aussi que, dans un deuxième temps, lorsque nous surconsommons des médicaments, Oui. nous épuisons notre foie, d'où des risques hépatiques, ce qui est très très dangereux. D'accord. Alors voilà, je me retourne tout de suite vers vous. Bon, on a parlé un peu de votre, brièvement de votre cursus scolaire qui vous ramène par exemple à une vie de fac, de campus. Alors dites-nous, comment est-ce que vous vous comportez lorsque vous êtes au campus? Est-ce que ce sont des échanges de médicaments entre vous étudiants ou bien vous avez toujours été pratiquante de l'automédication, mais une pratiquante quand même qui se veut d'aller à la pharmacie, on va dire? Alors, ce sont les deux cas. Premièrement, lorsque tu as un petit mal de tête et tout, tu contactes automatiquement les autres autour de toi. Le plus proche. Et donc, tu leur demandes de te passer un comprimé, ça et là, et tu le prends. S'ils n'en ont pas, là, tu vas maintenant en pharmacie ou si c'est un cas assez grave, il y a le service des urgences qu'on appelle pour ensuite recourir aux premiers soins. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été en phase d'une overdose ou quelque chose dans le genre? Non, jamais. Vous avez déjà connu quelqu'un dans ce style de personne? Non, j'ai jamais assisté. J'ai plutôt assisté à des crises, mais pas dues aux overdoses, plutôt des crises, des malaises et tout ça, à la suite desquelles on a contacté les urgences. D'accord. Alors effectivement, hein, à vous entendre, c'est une pratique qui est assez dangereuse, mais qui reste toujours présente donc autour de nous. Donc, vu l'ampleur donc de cette pratique, je vais vous demander de suivre avec moi, d'accord, un deuxième reportage qui va nous envoyer du côté de la Côte d'Ivoire, où vous verrez bien sûr que cette pratique est aussi présente et comment est-ce que les personnes se procurent des médicaments. Vraiment, c'est par tour de magie, par tour de passe-passe, et bien sûr aussi au fait qu'on a quand même des risques liés à cette maladie. Et on va suivre ensemble ce reportage qui nous emmène direction la Côte d'Ivoire. À tout de suite. En ville pour des courses, Reine Claire reçoit un message de sa nièce malade. Elle lui demande de prendre un médicament à la pharmacie la plus proche. Ce service, Reine Claire le rend à sa nièce sans problème. Quant à Alassane, il vient de se procurer un médicament à partir d'un flacon vide. Son patron en est le destinataire. J'ai juste reçu un message de ma nièce disant de lui acheter un médicament à la pharmacie, peu importe la pharmacie. C'est ce que je viens de faire. Voilà le message. Bon, ce soir, mon patron m'a envoyé de venir acheter ce médicament, Eneas plus Efferalgan. Sans le savoir, Reine Claire et Alassane viennent ainsi de vivre l'amère expérience de l'automédication. Sa définition la plus simple est la prise de médicaments sans avis médical. Le médicament peut être non-dosé, surdosé. Le principe actif peut être modifié dangereusement, aller s'attaquer à des organes bien précis. Je vous ai décrit le foie, le cerveau, le rein, le poumon. Le médicament, il a deux rôles. Il soigne, mais le médicament tue. Autre aspect, les médicaments de la rue. Damoussou les a expérimentés durant sa maladie. Là, en prix. Et puis je suis allée à Bobby. Ouais, médecin. Le médecin dit qu'il peut m'opérer. Non, le médecin a opéré 2 fois. Ça n'allait pas. J'ai pris d'autres médicaments. Résultat de cette automédication, cette déformation de Dame Oussou. Elle souffrirait d'un cancer. Tous ceux qui peuvent m'aider dans ma souffrance, de venir m'aider. L'automédication, une pratique courante aux conséquences fatales qu'il faut éviter. Le conseil, pour revenir à un simple que je donne aux populations, c'est tout simplement adressez-vous aux spécialistes
de la santé que sont les médecins et adressez-vous aux spécialistes du médicament, les professionnels du médicament qui ne sont rien d'autre que les pharmaciens. Reste que ces conseils soient suivis et les populations pourraient espérer une meilleure forme après tout soin. Nous sommes de retour donc sur notre plateau d'États-Unis d'Afrique où je vous rappelle que nous recevons pour la circonstance dans ce beau cadre Madame Ange Dolores Kouassi qui nous a fait l'honneur de représenter la société civile pratiquante occasionnelle donc, de l'automédication, diplômée de l'école centrale Casablanca située à Bouskoura, et du docteur Arnold Willy Nguessan, professionnel de santé, docteur en pharmacie, diplômé de l'université Mohamed V de Casablanca. Alors donc pour cette pratique de l'automédication, je rappelle que le docteur nous a fait une thèse sur les perceptions et attitudes du consommateur à l'égard de l'automédication que vous pourrez retrouver dans la bibliothèque de l'université Mohamed V de Casablanca et bien sûr pour vos recherches personnelles. Donc nous échangeons sur le thème de l'automédication fléau ou aubaine où nous prenons bien sûr la peine de vous donner toutes les informations liées à la pratique. Alors nous allons revenir bien sûr à vous, docteur. Alors, bien sûr, nous le savons tous que cette pratique a pris une sacrée ampleur, bien sûr, bien au niveau de la société civile et de tout ce qui est de l'ordre des pratiques médicales. Alors, est-ce que pour vous, qui êtes professionnel de santé, vous pouvez nous parler un peu plus des dangers liés à cette pratique? D'accord. Au fait, comme je le disais tantôt, le risque hépatique. Le surdosage entraîne au niveau du foie une charge et cela perturbe le fonctionnement du foie et lorsque le foie est perturbé, il y a beaucoup de dérives. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est, comme on l'a vu dans le reportage, les tumeurs. C'est-à-dire il y a des médicaments qui ont des effets secondaires néfastes et cela a pour tendance à entraîner des cellules cancérigènes. Et comme on le dit, la troisième hypothèse aussi, la troisième solution, pour ne pas dire hypothèse, c'est au niveau du cœur. Lorsqu'on utilise un médicament à forte dose, le cœur en joue beaucoup, ça joue beaucoup sur le cœur. D'accord. Voilà. Alors quel est le procédé en fait d'évacuation des médicaments un peu dans le corps de l'homme? D'accord. Au fait, notons que, comme il l'a si bien dit, le foie est l'organe détoxifiant. C'est-à-dire qu'on prend un médicament, c'est par le foie qu'il passe et il est détoxifié. Et ensuite, il suit un trajet au niveau soit des urines où il sera excrété, soit je dirais de l'anus, pour ainsi dire, pour être éliminé. Et notons que lorsque le foie, qui est l'organe qui se permet d'éliminer, de détruire les médicaments, lorsque ce foie-là arrive à ne plus fonctionner, le médicament s'accumule dans le sang. Et lorsqu'il s'accumule dans le sang, il entraîne beaucoup de surdosage au niveau des différents organes. C'est pour ça qu'il arrive au niveau du cœur. C'est pour ça qu'il arrive au niveau du cerveau et tout. Et c'est pour ça qu'on entraîne beaucoup de dérives. D'accord. Alors effectivement, c'est très technique ce que vous venez de dire. Ouais. Pour une personne assez profane, il sera difficile donc de pouvoir le détecter. Je pense que ça fera tellement un bon sujet d'échange, surtout avec la pratique de ces médicaments qu'on appelle médicaments de la rue. Donc voilà, donc on essaiera de revoir cela pour une prochaine fois. Pourquoi pas une deuxième partie. Alors oui, Madame Dolores Kouassi, alors étiez-vous déjà avertie dans un premier temps de tous ces risques que vous encouriez par rapport à cette pratique et quels sentiments est-ce que cette pratique, en fait, ces conséquences peuvent susciter par rapport à vous? Alors moi je dirais que oui, j'étais avertie des conséquences parce que presque tous les médicaments ont des effets secondaires qui sont soit bons et dans la plupart du temps pas très intéressant. Cependant, je ne savais pas que ça avait de tels risques, l'ampleur en fait, l'importance des risques, je ne savais pas que ça pouvait atteindre un tel degré avec le reportage que j'ai suivi. Et donc c'est vraiment choquant et ça me pousse directement à pouvoir réviser mon attitude d'automédication. Ah ben bien sûr, hein. Donc personnellement moi aussi j'ai été sensibilisé, on va le dire très clairement. Et pour vous docteur, en tout cas, voilà, avec tout ce qui se passe, est-ce que par rapport à ce que nous venons de voir, c'est des choses qui arrivent de façon récurrente ou bien est-ce que c'est un peu, on va dire, c'est un cas isolé? Merci. J'aimerais dire simplement que ce n'est pas un cas isolé. Notons que l'utilisation des médicaments entraîne beaucoup de dérives, comme il l'a si bien dit. Et l'une des dérives, nous pouvons le constater, c'est l'emploi du tramadol qui est un fléau aux États-Unis, avec des stupéfiants. Il y a des vagues de dépendance qui entraînent des personnes à la toxicomanie.
Parce que lorsqu'on emploie les médicaments pas dans les bonnes conditions, ça entraîne un phénomène de dépendance au niveau du tramadol. Parce que le tramadol est en quelque sorte un morphinique un peu associé à la morphine. D'accord? Et lorsqu'une personne utilise d'abord d'emblée, sous avis médical, du tramadol, elle s'expose à un risque de dépendance. Et lorsque ce dosage est dépassé, soi-disant en voulant se soigner vite, en voulant réduire la douleur, on est confronté à ce phénomène de dépendance, de toxicomanie. Et notons bien que les personnes qui s'injectent, qui prennent des médicaments, tout et tout. Et voilà, on voit qu'au niveau des États-Unis, je crois bien que c'est un vrai fléau. Et la société américaine combat, en plus de tout ce qui est comme stupéfiant, combat le tramadol au niveau de la population marocaine, je dirais américaine. D'accord, effectivement. Donc moi j'ai pu effectivement suivre un documentaire qui nous ramenait au niveau de la Libye, qui après donc toute cette guerre en fait a reçu donc ce fléau de tramadol. Oui. Effectivement, c'est un sujet dont on pourrait parler bien sûr de ces médicaments qui nous ramènent vers des stupéfiants et tout cela. Mais revenons plus dans le cadre des dangers, les dangers auxquels on peut subir. Elle a parlé tout de suite donc du fait des effets secondaires, des tumeurs et tout cela. Et comme vous avez pu voir dans le reportage avec cette tumeur de cette dame, est-ce qu'à tout bout de champ, on peut dire que les médicaments peuvent nous ramener à ces tumeurs-là? Non, ça c'est des cas extrêmes. Notons que c'est des cas extrêmes. Notons que dans la conception du médicament, il y a forcément des bénéfices et des risques. Et les risques ne sont pas des moindres. D'accord? Et lorsqu'on a vu dans le reportage, c'était un risque très extrême. Cette femme a pris un médicament qui n'allait pas avec elle et celui a conduit à, je dirais, une tumeur. Notons que dans le cas, je dirais moindre, il y a le phénomène qu'on appelle l'allergie. Une personne prend un médicament, le médicament ne passe pas avec cette personne, elle développe ce qu'on appelle les œdèmes, des démangeaisons et tout, qu'on appelle communément des purites. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est des phénomènes d'allergie. Et notons que le médicament, c'est une substance qui a été créée pour aider le corps. Mais notons aussi que le médicament a des dangers. Et ces dangers-là, nous devons les limiter à travers l'éducation des patients, de la population. D'accord. Alors, bien sûr, on vient d'entendre le professionnel de la santé, ce sont ses études, il s'y connaît. Alors, dites-moi, est-ce que vous aviez déjà été en face d'effets secondaires à la suite donc, de prise de médicaments? Non. Non? Non. Vous avez toujours respecté un dosage personnel, on va dire? Parce que lorsque je commençais à prendre un médicament quelconque pour un premier soin et que je vois que ça ne passe pas, directement je me rends à l'hôpital. Je n'essaie pas de forcer pour voir si après j'évite les surprises. D'accord, en tout cas. J'aimerais revenir un peu sur ce qu'on appelle effets secondaires. D'accord. Les effets secondaires sont des mécanismes que le corps développe pour dire qu'il est contre quelque chose qu'on a ingéré. Notons que le peuple subsaharien a un effet secondaire particulier au niveau des nivaquines. Lorsqu'une personne utilise le nivaquine, automatiquement elle a d'énormes démangeaisons. Démangeaisons, oui, les kinines, effectivement. Les kinines, c'est un peu ça les effets secondaires. Et notons aussi que souvent les gens ont tendance à mélanger effets secondaires et maladies sous-jacentes. Une personne peut prendre un médicament et qui va correspondre à un effet secondaire du médicament, mais cette personne-là peut penser que c'est une maladie, une autre maladie, une nouvelle maladie. Effectivement. Alors que c'est la découle du médicament qu'il a pris. D'accord. Un médicament sans avis médical et sans l'avis d'un professionnel de santé. D'accord, alors c'est bien juste ce qu'on vient d'entendre là tantôt, parce qu'effectivement, il s'avère souvent qu'on prend des médicaments pour des maux de ventre et on se retrouve avec une fièvre. On se dit tout de suite qu'on a des problèmes, on a développé une fièvre et pourtant ça peut être effectivement un effet secondaire. Oui. D'accord, en tout cas on dormira moins bête ce soir. Et effectivement, merci docteur d'avoir répondu à notre invitation. Alors on va terminer très rapidement avec vous. Alors, pour une société comme l'Afrique subsaharienne, comme le monde dans lequel nous sommes, est-ce que vous pensez que c'est une pratique pour vous, occasionnellement pratiquante, qui peut à la longue disparaître suite à des sensibilisations, ou bien quel est votre sentiment là-dessus et quel appel est-ce que vous pouvez faire à la suite de tout ce que vous venez de voir? Alors, moi je dirais que cette pratique, elle ne disparaîtra pas parce que déjà, comme société subsaharienne, c'est dans la culture. Il y a les tradipraticiens et tout ça, ce sont aussi des médicaments et qui ne sont pas vraiment dosés parce que le tradipraticien, il prend la feuille, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de mesure. Et donc, je dirais que l'automédication, elle va persister. Mais là où on pourra jouer, c'est dans la régularisation. C'est-à-dire qu'il faudrait que pour les médicaments, il y ait une structure, je pense.
à la tête de nos autorités sanitaires qui va organiser la distribution de médicaments et aussi qui va dans les centres de santé faire des points de sensibilisation pour les populations qui viennent pour les consultations et autres. Et je pense qu'à l'issue de cela, la population sera, comme il a dit, assez éduquée pour pouvoir prendre conscience de cette pratique-là et se prendre en main, de faire les surdosages, etc. D'accord, alors bien entendu, bien sûr, on est tous touchés par cette pratique qui malheureusement prend de l'ampleur dans notre société. Et pour vous, docteur, qui avez étudié sur ce thème de perception et attitude du consommateur à l'égard de l'automédication, avant de terminer avec vous, j'aimerais savoir qu'est-ce qui d'abord a inspiré ce thème, donc la recherche dans ce thème, et bien sûr après avoir un mot d'un professionnel de santé que vous êtes pour bien sûr appeler la population à travers donc de notre émission États-Unis d'Afrique, notre population subsaharienne à bien sûr être vigilante en face de cette pratique qu'est l'automédication. D'accord. Concernant ce qui m'a motivé à la rédaction de cette thèse, c'était au cours de mon année de stage pour ma soutenance. J'étais au comptoir d'une pharmacie, bien sûr, et j'ai eu le constat amer de voir des personnes venir au comptoir demander de l'aide aux pharmaciens, qui l'aident par rapport à des pathologies. Et j'ai aussi vu des personnes qui venaient sans demander l'aide du pharmacien, mais directement venues prendre des médicaments pour se faire soigner. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé alarmant, parce que ces mêmes personnes, lorsque tu les interpellais, lorsque tu leur disais non, que le médicament a un côté bénéfique à court terme, mais un côté nocif à long terme, ces personnes disaient non, qu'elles veulent se soulager maintenant, que le temps c'est de l'argent. Et c'est ce qui m'a motivé à écrire, à faire ce rapport, à voir quelles sont ces personnes qui ont cette mentalité. La mentalité de ne pas consulter, la mentalité de ne pas consulter, de ne pas voir un professionnel de santé pour se faire traiter. Et c'est ce qui m'a motivé à la rédaction de cette thèse. Maintenant, en tant que professionnel de santé, je peux dire que dans la nature de l'homme, il a toujours eu le besoin de savoir ce qui l'entoure, de connaître ce qui l'environne et de connaître le mécanisme de chaque chose. C'est pour cette raison que la discipline a été créée, la médecine a été créée. Et dans ce souci de curiosité, de découverte, c'est sûr et certain que lorsqu'une personne est malade, elle voudra prendre possession de sa maladie. Savoir par quel mécanisme la maladie s'est déclenchée, quelle plante utiliser, quel médicament il pourra prendre pour se soigner. Certes, à court terme, c'est quelque chose qui est bien. Mais à long terme, il y a beaucoup de dérives. Et en tant que professionnel de santé, on a été formé pour vous. On est là pour vous. Et tout ce qu'on fait, c'est pour vous, le bien de votre santé. Donc, lorsque vous êtes en phase d'un traumatisme ou d'une perception d'un trouble, n'importe quel mal, venez vous adresser à un professionnel de santé. Il saura mieux vous indiquer, mieux vous orienter pour vous soulager. En étudiant tout ce qui est bénéfice et risque concernant le médicament. Parfait, donc merci d'avoir répondu tous deux à notre invitation. Nous sommes au terme donc de cette émission, bien sûr, plein d'enrichissement et de connaissances pour nos téléspectateurs de États-Unis d'Afrique. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de faire confiance à notre chaîne. Vous avez vu aujourd'hui que le décor il a changé, les personnages ont changé. Vous n'avez pas vu Greg aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous le reverrez très bientôt. Et nous avons échangé aujourd'hui sur le thème de l'automédication, fléau ou aubaine, où nous avons reçu Madame Ange Dolores Kouassi, ingénieure diplômée de l'école centrale de Casablanca, et le docteur Arnold Willy Nguessan, docteur en pharmacie, diplômé de l'université Mohamed V de Casablanca. Merci de nous avoir tous suivis depuis chez vous. N'hésitez surtout pas de poster votre commentaire, de vous abonner à notre page et n'oubliez surtout pas, le coronavirus ne s'est pas encore éloigné. Il est toujours présent, donc restons toujours à nos gestes barrières pour en éviter bien sûr de tomber dans ce traquenard. Merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.